Bonjour et bienvenue à notre discussion. Aujourd'hui, on va s'intéresser de très près à la Guinée. Le pays vit, c'est peu de le dire, des heures décisives. Le 28 décembre 2025, donc, les Guinéens sont appelés aux urnes pour une élection présidentielle qui est censée clore la transition menée par le CNRD et son chef, Mamadi Doumbouya. Alors, face à une actualité bouillonnante, la question centrale est la suivante. Les actions de cette transition ont-elles vraiment posé les bases d'un développement durable pour la Guinée, ou est-ce que tout ça, au fond, relève d'une stratégie pour consolider le pouvoir avant l'élection ? De mon côté, je soutiendrai que nous assistons à de vraies réformes structurelles, une vision claire de modernisation. Et de mon côté, je pense qu'il est très difficile de ne pas voir que tout l'agenda est dicté par le calendrier électoral. Toutes ces annonces, toutes ces inaugurations, à quelques semaines du vote, pour moi, on est en pleine opération de séduction, et cette course à l'élection risque de laisser sur le carreau les vrais défis sociaux et démocratiques du pays. Alors, je pense que c'est une lecture peut-être un peu réductrice, parce que si on regarde au-delà de la simple date du scrutin, on voit, je crois, une vraie rupture doctrinale. La transition, ce n'est pas juste gérer des affaires courantes, non, c'est un moment de transformation. Prenez la question démocratique, par exemple. La collaboration entre la Direction générale des élections et l'ONESI pour moderniser l'état civil, pour fiabiliser le fichier électoral. Ce n'est pas un petit ajustement technique, ça, c'est la construction d'un socle de confiance pour toutes les élections à venir. Et sur le plan économique, la vision est encore plus frappante. Quand le Premier ministre Bahouri dit à Bokeh que dans 10 ans la Guinée ne sera plus un pays sous-développé, ce n'est pas un slogan, c'est l'expression d'un changement de logiciel. Ce n'est pas juste le projet Simandou, c'est la fin de décennies d'attentisme. Ce n'est pas juste Ariba, c'est l'État qui reprend sa place stratégique. Et ça se traduit concrètement. Un centre de santé qui ouvre à Yatraya, des équipements pour les écoles de santé, ce sont des actes, pas des promesses. Oui, je comprends la logique, bien sûr, mais elle omet une chose essentielle, le contexte. Et le contexte aujourd'hui, c'est celui d'une campagne électorale qui ne dit pas son nom, menée avec les moyens de l'État. C'est ça la réalité. Pour moi, il est évident que toutes ces actions sont orchestrées. Comment est-ce qu'on peut parler d'action gouvernementale sereine quand on voit ces mobilisations gigantesques à Konkan, à Bofa, avec ce slogan omniprésent du coup KO ? La ligne entre gouverner et faire campagne a été complètement effacée. Les forêts universitaires pour vulgariser le bilan de Mamadi Doumbouya, soyons sérieux, c'est de la communication politique pure. Et ce flou, il a des conséquences graves. Regardez l'éducation. En pleine négociation avec l'intersyndicale, que fait le gouvernement ? Il accorde des congés scolaires anticipés. En fait, il gèle le dialogue social pour ne pas être dérangé pendant la campagne. Ça en dit très long sur les priorités. Et ce climat, il nourrit la méfiance. Un candidat comme Dr Fayami Limuno ne dirait pas qu'il ne tolérera pas la fraude s'il avait confiance. Et enfin, ce qui m'inquiète le plus, c'est cette personnalisation extrême du pouvoir. On ne parle pas des succès de l'État, mais du bilan de Doumbouya. C'est le culte de l'homme fort, et l'histoire nous a montré où ça mène. Sur la question des institutions, je ne suis pas d'accord. Vous parlez de méfiance, mais la confiance, justement, elle se bâtit sur des faits, sur des processus transparents, pas sur des impressions. La modernisation du fichier électoral, c'est un fait. C'est une avancée technique, objective, tangible, qui servira la démocratie guinéenne pour des décennies. Et ce n'est pas un processus opaque. La Direction générale des élections a même reçu récemment une délégation de la Mano River Union venue observer les préparatifs. Cette ouverture aux observateurs internationaux n'est-ce pas là le meilleur gage de bonne foi ? C'est une démarche qui renforce l'institution bien au-delà de l'homme qui la dirige. Un gage de bonne foi. Mais attendez, une pureté technique dans un climat politique qui est, disons, empoisonné, à quoi ça sert ? On ne peut pas dissocier l'outil de son contexte. Un fichier électoral parfait, dans un pays où une partie des acteurs politiques crie déjà à la fraude, ça ne résout rien. La confiance, c'est la clé. Et aujourd'hui, elle est abîmée. Comment pouvez-vous parler de bonne foi quand, en même temps, tout l'appareil d'État est mobilisé pour une campagne non officielle qui écrase toute concurrence ? Le problème n'est pas technique, il est politique. Regardons juste chez nos voisins. En Guinée-Bissau, il a fallu que la société civile de toute l'Afrique de l'Ouest fasse pression pour exiger la simple publication des résultats. Ça montre bien que la méfiance envers les processus électoraux organisés par les pouvoirs en place est un mal profond dans notre région. Les outils seuls ne peuvent pas guérir cette maladie.
Je ne suis pas convaincue par cet argument parce qu'il met de côté la dimension économique, qui est, elle, fondamentale pour la stabilité à long terme. Vous parlez d'opérations de séduction, moi je vois des actes fondateurs, qui dépassent une simple élection. Quand le ministre des Mines annonce le lancement de la construction d'une raffinerie d'alumine, ce n'est pas un gadget électoral, c'est une révolution industrielle pour la Guinée. Pour la première fois, on parle sérieusement de transformer notre bauxite sur place. C'est la promesse de milliers d'emplois, d'une montée en gamme de notre économie. Et c'est la même chose pour Simandou. Ce projet, c'est un serpent de mer depuis plus de 20 ans. Des gouvernements entiers s'y sont cassés les dents. Le fait que cette transition ait réussi à débloquer le dossier et à le mettre sur les rails, littéralement avec la réception des premiers trains, c'est un accomplissement majeur qui transcende la conjoncture. C'est un argument puissant, je vous l'accorde, mais il révèle un décalage immense entre cette vision à très très long terme et les urgences du quotidien. C'est formidable de parler d'un futur radieux en 2040. Mais que répondez-vous à l'enseignant guinéen de 2025, dont les négociations salariales ont été gelées pour l'élection ? Son urgence à lui, ce n'est pas la raffinerie, c'est son pouvoir d'achat maintenant. Il y a une déconnexion totale. Et même dans les mesures à court terme, le timing est suspect. La suspension des pénalités au port de Conakry, c'est une excellente nouvelle pour les importateurs, personne ne dira le contraire. Mais annoncer ça, une mesure qui a un effet positif immédiat sur un secteur économique puissant, juste avant l'élection, comment ne pas y voir un cadeau électoral à peine déguisé ? Est-ce une réforme durable ou un geste opportuniste ? Mais un gouvernement responsable doit faire les deux. Gérer les urgences et préparer l'avenir. L'un n'invalide pas l'autre. Et concernant le présent, vous semblez balayer d'un revers de main l'adhésion populaire que cette vision suscite. On ne peut pas simplement ignorer les images des foules, immenses à Cancan, au Bofa, et dire que ce n'est que de la manipulation. Il y a un espoir, une ferveur réelle. Ces gens, ils ne se déplacent pas uniquement parce qu'on leur demande. Ils se déplacent parce qu'ils voient un changement, parce qu'ils adhèrent à un projet qui leur parle. C'est cette dynamique positive qui permet d'assurer avec confiance que les élections se dérouleront dans la paix. Cette confiance, elle se nourrit de ce soutien populaire. Je ne nie pas les images des foules, non. Mais je m'interroge profondément sur leur signification et leur coût. L'ampleur de ces mobilisations, la logistique, les slogans, tout ça soulève une question légitime. Et c'est un élan spontané ou une démonstration de force organisée avec les moyens de l'État. Et au-delà de ça, la bonne gouvernance ne se mesure pas à la taille des meetings. Elle se mesure à sa capacité à rassurer l'ensemble des citoyens, y compris ceux qui sont critiques. Or, que voient ceux qui ne sont pas dans ces foules ? Ils voient un pouvoir qui semble plus intéressé à organiser des parades qu'à résoudre des conflits sociaux. La gouvernance, ce n'est pas seulement exciter sa base, c'est surtout rassurer ses opposants sur l'impartialité du jeu démocratique. Et pour l'instant, le message envoyé est celui d'une machine électorale en marche, pas celui d'un État arbitre. L'enthousiasme des uns ne doit pas masquer les inquiétudes, bien réelles, des autres. Bon, au final, ce que je retiens, c'est que cette période de transition a été d'une rare intensité et a permis de poser des jalons qui sont pour moi essentiels. Sur le plan de la gouvernance, on a enfin un outil fiable pour l'identification des citoyens. Sur le plan économique, on est entré dans l'ère des réalisations avec des projets qui transforment notre potentiel minier. Et même dans le social, des infrastructures concrètes voient le jour. Pour moi, ce sont des bases solides, des faits têtus qui resteront bien après l'élection. Écoutez, pour ma part, la conclusion est, disons, plus nuancée, voire plus sombre. C'est vrai, des choses ont été faites. On ne peut pas le nier, mais on ne peut pas nier non plus que tout l'agenda de la transition semble s'être comme dissous dans le calendrier électoral du pouvoir. Chaque décision semble calculée en fonction du 28 décembre. Et cette focalisation, elle pose une question fondamentale sur l'équité de la compétition et sur les priorités. Et j'ai bien peur que la consolidation du pouvoir ait primé sur le renforcement des institutions. Ces deux lectures, toutes les deux fondées sur l'actualité, illustrent parfaitement la complexité du moment que vit la Guinée. Le déroulement du scrutin, et surtout la manière dont ces résultats seront acceptés, nous en dira long sur la véritable nature des changements qui ont été initiés. Absolument. Les faits bruts offrent des interprétations multiples, parfois contradictoires, et c'est précisément ce qui rend cette période si cruciale. Ça nous invite tous, je pense, à regarder au-delà des slogans, pour évaluer la trajectoire réelle de notre pays.